l'équipe de presse. Mesdames et messieurs, voici votre premier magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la province du Kasso-Oriental, à la rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale du Kasso-Oriental, bien entendu. Nous allons recevoir Yves Mwamba Kadima, il est le président de l'organe délibérant ici au Kasso-Oriental. Pour parler de ces sujets, nous sommes trois, l'équipe de presse. Arsène Punga. Bonjour Arsène. Bonjour Raymond. Moïse Tilégué Moïja. Bonjour Moïse. Bonjour Emmanuel. Et notre invité, Yves Mwamba Kadima, le président de l'Assemblée provinciale. Le voilà. Et pour commencer, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, la rentrée parlementaire a eu lieu. C'est une session purement budgétaire. Qu'est-ce que votre organe prévoit de faire à cette occasion? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour cet entretien que vous avez sollicité auprès des représentants de l'organe délibérant. Et ça m'a beaucoup enchanté pour que nous puissions, pendant un petit temps, parler de notre organe délibérant. Il est vrai, conformément à la loi, au mois de septembre, dans toutes les provinces, il y a ouverture solennelle de l'Assemblée provinciale. Le cas aussi, c'est le cas de l'Assemblée provinciale du Kasso-Oriental qui a ouvert ses portes le 30 septembre 2020. De cette ouverture, il y a des points qui seront traités, examinés pendant la session du mois de septembre. Il y a des matières qui sont permanentes, qui sont connues au regard de la loi, la validation des mandats. Il y a aussi des arriérés parlementaires, notamment les matières qui devaient être traitées au mois de mars, qui n'ont pas été examinées par rapport à la situation de Covid, l'état d'urgence que vous tous vous connaissez. On a procédé à l'ouverture le 27 et de plein droit, les 30, on devait être obligé de fermer. Donc nous allons reprendre toutes ces matières-là, notamment des propositions de dits qui doivent être analysées, qui doivent être adoptées. Il y a aussi l'examen et adoption des projets de dits de réduction des comptes. Nous devons évaluer les recettes et les dépenses de l'exercice 2019. Il y a aussi les contrôles budgétaires, c'est-à-dire nous devons mettre en place une commission qui doit évaluer la gestion de l'exécutif au premier trimestre 2020 par rapport au budget 2020 qui a été approuvé par l'Assemblée provinciale. Il y a de nouvelles matières, notamment nous allons mettre en place sur base de la proposition du bureau des commissions, notamment commission des droits de l'homme. Il y aura aussi commission de suivi et évaluation des réalisations des projets du pouvoir central, pouvoir local et puis des partenaires. Il y aura aussi examen et adoption du rapport de la commission d'enquête. Et puis nous allons axer notre travail sur les conflits coutumiers et fonciers dans les différents territoires qui composent la province du Kasso-Oriental. Voilà, en bref, ce qui doit concerner les matières de la session des mois de septembre. Et vous êtes revenu sur ce plan dans votre discours d'ouverture. Et essayons de revenir sur la gestion du Kasso-Oriental, parce que vous avez essayé d'épingler les points sur les rapports, plutôt les contrôles du premier trimestre de l'année 2020. Vous avez promis à plusieurs reprises, dans différents médias de la place, que vous devriez, au retour des plénières, voir des actions à mener en faveur de la population sur la gestion du Kasso-Oriental. Qu'est-ce que vous prévoyez concrètement? Non, il est tout à fait normal, ce sont des choses qui sont consignées dans la Constitution, notamment les contrôles des exécutifs. Ce sont des choses qui relèvent des attributions de l'Assemblée provinciale, qui doivent être permanentes. On ne doit pas nous pousser pour faire les contrôles. Mais lorsqu'on constate par rapport aux cris de la population, aux difficultés de la province, nous sommes appelés à évaluer la gestion de la province. Donc là, il n'y a même pas à discuter. C'est ce qui a été fait en dehors de la session ordinaire. Les bureaux avaient mis en place une commission d'enquête qui a déjà terminé son travail. Je crois d'ici la semaine prochaine, nous aurons déjà ces rapports et puis nous allons programmer cela pour que nous puissions examiner et voir comment la province est gérée. Parce que nous avons fait ces constats au niveau des vacances parlementaires, nous avons recueilli les doléances de la population. Donc d'emblée, ça présage déjà une idée sur la gestion de la province. Donc voilà, nous allons maintenant constater cela sur base des écrits. Monsieur le Président, pour revenir à la question qu'Emmanuel posait tout à l'heure, lors de la dernière séance de plénière qui a porté sur le calendrier des matières à traiter lors de cette session de septembre, les députés, vos collègues donc et vous-même avez décidé d'abord
d'examiner l'exécution du budget 2020, du moins dans son premier trimestre avant 2021. C'est dire que si vous ne faites pas ce travail, vous n'allez pas voter le budget 2021? Non, dire qu'on ne doit pas voter les budgets 2021, ce n'est pas ça le cas. Mais il y a des normes qui doivent être respectées, des préalables. Avant que nous puissions arriver à l'adoption du budget, à l'examen du budget 2021, nous devons connaître ce qui a été le budget de 2019 et 2020. Ce n'est pas pour rien pas des projets de réduction des comptes. Nous cherchons à avoir, par rapport aux recettes, ce qui a été sollicité par l'exécutif et ce qu'il a mobilisé comme recettes. Quelles sont les faiblesses? C'est ça l'importance. C'est-à-dire, nous avons approuvé juste les chiffres par rapport au plan tel que présenté par l'exécutif. Maintenant, nous allons évaluer, est-ce qu'il est arrivé à réaliser cela? S'il est arrivé, tant mieux. Mais s'il n'est pas arrivé, quelle est la restructuration que nous pouvons mettre sur le plan des finances? Donc, et puis 2020, c'est un budget que l'exécutif a dit présenter lui-même par rapport aux 5 ans au programme d'action, et nous devons évaluer les premiers trimestres. Et si on trouve qu'il y avait des failles, si on trouve qu'il y a des services qui devaient l'accompagner dans le cadre de la mobilisation, ne l'ont pas fait, nous allons analyser, nous, en tant que les représentants de la population. Il y a les cas, par exemple, lorsqu'on parle des civismes fiscaux, c'est un élément important que nous devons sensibiliser la population. Mais cela ne se fait pas de manière un peu désordonnée. Ça doit être des questions qui doivent être planifiées. Et pour qu'on puisse voir que quand on paye les impôts, c'est pour contribuer au développement de la province. Et cela doit produire un impact. Il ne faudra pas que les gens payent l'impôt, en contrepartie, l'État ne fait absolument rien. Ça, ce sont des questions que nous devons analyser au courant de cette session budgétaire, et spécialement budgétaire, mais il y a d'autres questions qui seront prises en considération. Monsieur le Président, lors de l'ouverture de cette session de septembre, dans votre discours, vous avez peint un tableau plus ou moins sombre de la situation de la province du Kasaï-Oriental. Sans entrer dans les détails, était-ce seulement dans les buts de noircir l'action du gouvernement provincial? Je suis un peu éclairé parce que quand vous parlez de noircir, quand on parle de noircir, c'est-à-dire on a une certaine intention de nous aux actions de la population. C'est-à-dire nous, en tant que représentants de la population, toutes les actions qui doivent être menées pour l'intérêt de la province, pour le bien-être social, ne doivent qu'à être appuyées par nous, les représentants de la population. Mais lorsqu'on présente un tableau sombre, c'est par rapport aux doléances telles que présentées par la population. Les représentants de la population ne créent rien. Ce n'est pas pour rien la loi a prévu une période de ce qu'on appelle des vacances parlementaires. C'est un contact permanent avec la population. Connaître les difficultés de la province, de la population dans tous les domaines de la vie. Lorsque j'ai pris comme exemple, j'ai même dit à titre d'exemple, j'ai pris les projets d'investissement qui sont prévus dans le budget. En annexe du budget, on parle de 47. Lorsque je dis 13 qui doivent être financés sur fonds propres de l'exécutif, j'ai fait cette analyse par rapport au projet d'exercice 2020. Je constate que rien n'a été fait par rapport aux priorités telles qu'approuvées au moment de l'investissement du gouvernement provincial. On parle des plans d'action. Donc, il n'y a pas une intention, malveillante intention, juste pour nuire. Non, ça, nous devons chercher à aller plus loin dans les analyses. C'est-à-dire, il ne faut pas individualiser, il ne faut pas particulariser les débats de développement de la province. Parce que la province, c'est pour tout le monde. Il faut émettre des points de vue qui sont corrects. Non, on n'est pas parler des individus. Moi, je préfère qu'on parle du président de l'Assemblée qu'on parle de M. Yves, parce que Yves a aussi des, comment dirais-je, des failles quelque part. Mais lorsque je gère la ligne institution comme l'organe délibérant, je dois me conformer à la Constitution et aux lois de la République. C'est l'une des conduites que je dois respecter. Si on le dit, c'est justement parce que la relation entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale n'a toujours pas été rose. Les relations sont légales. Les gens qui veulent qu'il y ait développement doivent se conformer aux lois de la République. C'est ça l'état des droits que nous avons voulu. C'est ça la vraie démocratie. Les valeurs démocratiques. Aimer la province. Travailler pour l'intérêt de la population. Faites de la politique pour l'intérêt, pour servir et non
pour s'enrichir, pour se faire de l'argent. C'est ça la différence. C'est ce que je veux incarner en étant à la tête de cette institution. Les gens doivent connaître aujourd'hui quel est le rôle exact de l'Assemblée provinciale. Je ne le fais pas seul, je le fais avec les concours des journalistes. Vous avez un grand rôle à jouer. Les droits à l'information qu'on cherche à tout prix à mettre cela sous forme de loi. Que la population doit connaître ce qui se passe. La gestion de la province doit être connue. C'est ça même la notion de la redevabilité, la comptabilité de la gestion de la province au regard de la population qui paye les taxes. Donc voilà, cette synergie qui doit exister entre nous. Monsieur le Président, s'il faut rebondir sur la question de Arsène, on vous accuse de vouloir à tout prix les départs du gouverneur de province. Que répondez-vous à cette opinion? Nulle part dans la Constitution, on parle des attitudes, du comportement de l'individu que je suis, qui occupe la tête de l'organe, des mécanismes pour faire partir un gouverneur. Non, mais au contraire, la loi a prévu des moyens d'information et de contrôle, notamment la commission d'enquête, la question orale écrite, et il y a l'interpellation, et il y a l'audition. Ce sont des moyens qui sont prévus. Lorsque nous sommes en face d'une difficulté, nous nous référons d'abord quels sont les moyens qui sont prévus par la loi. S'il s'agit d'interpeller le gouverneur pour connaître la gestion de la chose publique, ce n'est pas un péché. Les gens me conforment à la Constitution. Les gens qui m'accusent peut-être sont des gens qui sont manipulés parce qu'ils ne connaissent pas l'état des droits que nous avons voulu. Nous avons voulu l'état des droits. Nous devons travailler pour arriver à faire respecter les lois de la République. Sans cela, on ne peut pas appuyer les chefs de l'État. Les pères de la démocratie qui a aidé à ce que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons aller dans ce sens-là, appuyer les chefs de l'État qui tient par la justice, créer un état de droit où les lois doivent être respectées, doivent être observées par tout le monde, que tu sois gouverneur, que tu sois président de l'Assemblée, que tu sois un peuple, que tu sois quelqu'un qui occupe les postes dans différents services de l'État. La moindre des choses, dans les domaines où tu évolues, tu dois respecter. Voilà. Les gens qui parlent de vouloir le départ du gouverneur, pour en faire quoi? Je vais chercher quoi? Ce que je cherche, c'est l'intérêt de la population. Ce que je cherche, c'est le décollage de la population. Quelqu'un qui se mettra juste pour barrer le développement de la province du Kasaï-Oriental va nous trouver. Nous avons combattu pour l'état des droits. Nous étions dans l'opposition, maintenant nous sommes en train de diriger. L'unique province où il y a eu la ténance, véritable attenance, c'est ici au Kasaï-Oriental, où un parti qui a subi des répressions de la part de certaines personnes qui ont dirigé ces pays, aujourd'hui nous nous trouvons, nous disons, nous devons montrer l'exemple, nous devons gérer avec compétence, nous devons gérer en respectant les principes de la transparence, nous devons gérer tout en respectant les principes de la bonne gouvernance. Donc ces débats de dire qu'on veut le départ du gouverneur, non, ça sont des esprits limités qui ne voient pas l'intérêt de la population. Alors il y a cette opinion qui estime que vous voulez le départ du gouverneur. Il y en a également une autre qui veut votre départ du bureau de l'Assemblée provinciale. J'en veux pour preuve ces tracts jetés ça et là. On vous accuse d'avoir porté atteinte au chef de l'État. Personnellement, vous reprochez-vous de quelque chose? C'est à vous peut-être de répondre à cette question-là parce que vous êtes journaliste et vous avez participé à l'ouverture de la session du mois d'octobre et j'ai distribué un discours à tout le monde. Je suis un homme intellectuel. Je suis un cadre universitaire, je suis un responsable, je respecte le président de la République qui est la première institution. Donc quand on parle des tracts, ce ne sont pas des choses qu'il ne faut même pas répondre, des messages, des tracts anonymes, les gens qui ne s'identifient pas. C'est regrettable. Ça sont des gens que moi je ne connais pas. Je ne sais pas quelle intention qu'ils sont tentés de poser des actes pareils. Donc, le départ du gouverneur, il est éternel ou bien il est l'unique dans cette province ici. S'il gère bien, il sera appuyé. S'il ne gère pas mal, si on doit arriver par les députés, ce n'est pas les présidents de l'Assemblée. Moi, je suis en train d'incarner seulement la parole des députés. Les députés, moi, je parle au nom des députés. Je suis le représentant des députés. Je ne crée pas, je ne dois pas parler en présentant mes idées personnelles. Non. Je vous ai dit, il y a une commission. La commission émane du bureau et cette commission sera analysée par la plénière, les députés qui composent la plénière, qui est l'organe suprême. Le premier organe de l'Assemblée provinciale, c'est la plénière. Ça sera un débat autour des actes de gestion posés par l'exécutif. Et ces débats va permettre à ce que nous puissions arriver à des conclusions. Des conclusions, ce sera des députés qui vont décider, pas l'honorable président.
Je ne fais que être les représentants. Je ne fais que coordonner, je ne fais que superviser, je ne fais qu'encadrer les débats qui doivent se passer au niveau de la plénière. Justement, monsieur le Président, s'il faut revenir sur votre discours à l'ouverture de la session budgétaire, vous avez passé au peigne fin l'action du gouvernement provincial, mais il y a une opinion qui estime que le bureau de l'Assemblée provinciale charge beaucoup plus le gouvernement provincial, qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, on ne voit aucune action concrète qui est faite à tout prix. Vous n'êtes là que pour parler de ce que le gouvernement provincial n'a pas fait, alors que vous, à notre niveau personnellement, au niveau de l'Assemblée provinciale, on ne voit rien en termes d'édits en faveur de la population. Comment vous jugez cela? Cette question mérite de votre part certaines investigations pour connaître ce que l'Assemblée provinciale a fait depuis qu'elle est installée. L'Assemblée provinciale a produit les premiers édits de la province. Ce qui fait de la force de la province, c'est les budgets. Vous présentez votre programme. Je prends à titre d'exemple, le président, l'exécutif a présenté un programme d'action qui chiffrait, parlait de 10 milliards. 10 milliards pour 5 ans. Donc chaque année, on pouvait avoir des milliards. Ce programme a été approuvé au niveau de l'organe délibérant. Mais nous devons modifier par rapport aux réalités de la province. Nous nous sommes dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que nous avons vu les budgets de 2019. On n'a pas vu la maximisation, la mobilisation des recettes. Vous devez expliquer comment vous pouvez arriver à mobiliser les recettes. Sur base de cette étude-là, nous avons revu à la baisse les montants du budget. Et ça permet à ce que cela soit promulgué. C'est le premier édit de la province. Parce que si on avait rejeté ces budgets là-bas, les gouvernements devaient être démissionnaires. Donc nous avons produit les premiers budgets, les premiers édits de la province. Deuxième, de certains édits qui sont enchantés. Vous allez voir, par rapport à tout ce que nous avons connu comme difficulté de la gestion de la pandémie, et on devait avoir 3, 4, 5 édits. Il y a un édit qui sera adopté, l'édit portant protection des personnes avec handicap. Il y a un édit portant promotion du secteur des activités professionnelles et puis techniques et spéciales. Donc ce sont des 2 édits qui seront à adopter. Au-delà de ça, nous avons organisé autant d'activités, des questions d'actualité pour connaître comment certains ministères sont gérés. Et nous sommes allés même à la déchéance d'un ministre de l'économie et des finances que tout le monde connaît bien. Donc c'est le travail, c'est le fruit du travail de l'Assemblée. Donc on a fait autant, on a fait des portes ouvertes et aujourd'hui nous avons la commission d'enquête qui sera bientôt, vous allez suivre les rapports et vous allez comprendre que l'Assemblée a observé, a fait ce travail avec beaucoup plus de tact pour arriver à protéger l'intérêt de la population. L'équipe de presse reçoit le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, M. Yves Mwamba, député élu de Mbuji-Mayi. Oui, effectivement, d'inscription. Membre de l'UDPS. Vous l'avez dit, vous êtes à la gestion aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'opposition. C'est ici qu'il y a eu la vraie alternance. Depuis que votre parti est au pouvoir, vous à l'Assemblée provinciale, le gouverneur Jean Maweja à la tête de la province de l'autre côté, la population ne cesse de se plaindre du fait qu'il n'y a rien qui est fait en faveur du développement de cette province. Et vous êtes là, en tant que membre de l'UDPS et président de l'organe délibérant du Kasaï-Oriental. Aucune action concrète. Ça peut être choquant parce que nous avons combattu pour le développement, le progrès social, et c'est-à-dire tout tourne autour du peuple d'abord. Et nous devons fournir suffisamment d'efforts pour améliorer les conditions de vie de cette population. Et parce que les peu de moyens que nous pouvons avoir, parce que c'est une province qui n'a pas assez d'atouts, assez d'atouts en termes d'entreprise, en termes d'investisseurs, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire c'est nous qui devons jouer, nous devons faire ce rôle de lobbying pour amener les gens à venir investir chez nous. Mais nous pouvons aussi avoir une politique agricole importante parce que nous avons des terres arables. Nous avons presque
que tout. Il suffit seulement d'être conscient de ce que nous avons. Il suffit aussi d'avoir cette volonté-là de faire des choses bien pour l'intérêt de la population. Tout va aller. L'IDPS, c'est un parti qui a tellement souffert. L'IDPS, c'est un parti qui a toujours prôné l'état des droits, qui voulait à tout prix que le peuple se retrouve dans toutes ses actions. Donc c'est écœurant que ça traîne encore, c'est écœurant que parfois il y a des gens qui nous ramènent encore à des activités anciennes, et des activités comme vous venez de le constater, des tracts, des émissions inutiles, des orgueils inutiles, des soins pareils, qui n'amènent à rien au développement. Donc voyons l'essentiel, la province du Kasaï-Oriental, et tout peut bien marcher. J'ai encore de l'espoir que ça peut aller, c'est par rapport au travail que nous avons, que le peuple nous a donné, c'est l'Assemblée provinciale, être le véritable représentant de la population. C'est une charge, ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Défendre les intérêts de la population, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous allez voir, ça ira. Moi, je suis conscient que personne ne peut nous dérouter de cette vision. Même par des relations, même par des trafics de finances, ça ne passera pas chez nous, cette fois-ci. Au début, vous avez écrit une lettre que vous avez adressée au gouverneur, dans laquelle vous voudriez les ramener sur la bonne voie, la voie du développement en faveur de la population. Et cette lettre, à mon humble avis, n'a pas produit ses effets. Et plus tard, vous avez écrit au gouverneur pour l'inviter à c'est pas votre cabinet, à part de l'Assemblée provinciale. Il n'est pas venu répondre, vous l'aviez déploré dans l'une des émissions que vous aviez présentées dans les médias de la place. Et après, vous avez harmonisé les vues avec le gouvernement provincial. Tout à l'heure, Arsène Punga a dit que vous avez peint les tableaux à peu près sombres de la situation du Kasaï-Oriental. Est-ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui que les relations qui étaient revenues en bon terme entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, aujourd'hui, ne sont plus parce que le président de l'Assemblée provinciale a tenu un discours dans lequel il a critiqué de manière négative l'action du gouverneur? Il faut tellement ne pas me prendre au mot, hein, mais me voir dans les soucis que j'ai pour l'intérêt de la province. Parce que la lettre, à l'époque, cette lettre, jusqu'à preuve du contraire, restée d'actualité. Juste 4 mois, j'ai présenté cette lettre-là, j'ai attiré l'attention du gouverneur pour lui faire voir que la province est gérée sur base d'un budget. Et la loi a prévu les contrôles budgétaires d'un trimestre. Le gouverneur avait déjà fait 4 mois. 4 mois nécessitaient déjà les contrôles budgétaires. C'est pour voir qu'est-ce que tu as réalisé comme recette et qu'est-ce que tu as réalisé comme exécution des projets. Mais la lettre reste d'actualité. Moi et vous, nous sommes convaincus que la lettre reste d'actualité. Et le rapprochement qui a été fait, c'est dans les soucis de voir comment nous pouvons aménager pour l'intérêt de la population. C'était une période extrêmement difficile, la gestion de la Covid. C'est-à-dire, l'ordonnance présidentielle prévoyait des rencontres entre les responsables institutionnels. Mais tel n'était pas le cas avec nous. Il faut inviter le gouverneur, ne pas venir répondre. Deuxièmement, pas venir répondre. Troisième, quatrièmement, sur base de pression peut-être, je suis en train de voir parce qu'il est venu même en retard. Et nous avons eu ces rapprochements interinstitutionnels. Ce n'était pas une rencontre entre des animateurs. Non. Il était assisté, accompagné de Madame vice-gouverneur, des ministres des relations avec les parlements, avec les cabinets. Et moi aussi, j'étais vraiment avec les bureaux complets. Nous avons parlé province. Et nous avons parlé modèle de collaboration. Et nous avons parlé des crédits que l'exécutif avait soulevés à son temps, où les dossiers n'étaient pas constitués en bonne et due forme. Donc, ces rapprochements ne devaient être qu'importants. Mais les gens ont interprété cela comme s'il y avait des problèmes particuliers entre les présidents de l'Assemblée et le gouverneur. Ce sont les gens qui ne veulent pas le développement de cette province. Ce sont les gens qui veulent planer la gestion de la province sur base des mensonges. Tel ne passera pas avec moi. Je vais ramener les débats aux lois de la République. Vous parlerez de moi mal, je vais ramener les débats aux lois de la République. Et là, vous n'aurez pas gain de cause. Parce que je vous l'ai dit, ce qui est prévu dans la loi, ce qui doit être fait par les représentants de l'organe délibérant. Les gens peuvent monter, descendre en parlant des histoires
ça ne va pas détourner ma vision et la vision qui tient à appuyer le président de la République. Donc, c'est un rapprochement normal. Et puis, on doit parler. Je n'ai pas un point particulier. Je peux prendre mon téléphone, je peux appeler le gouverneur. Lorsqu'il y a un problème imminent, ça ne veut pas dire quand je donne un avis contraire par rapport à sa gestion, je ne l'aime pas. Non. Nous devons parler. Nous ne sommes pas adversaires politiques, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes les animateurs d'un même parti politique où nous devons, entre des institutions, parler sincèrement. Mais lorsque vous ne voulez pas emboîter les pas de la vision du chef de l'État, nous serons là pour vous rappeler. Il y a plusieurs façons de vous rappeler. On peut vous rappeler alors de par la commission d'enquête, c'est ce qui est fait. On peut vous interpeller pour que vous puissiez vous justifier par vos moyens de défense et respecter les principes contradictoires. Et ce qui est même appuyé par l'actuel vice-premier ministre que j'ai sali, que j'ai aimé ces rappels-là premièrement envers l'exécutif, parce que l'exécutif dépend directement du ministère de l'Intérieur. Nous dépendons au regard de la décentralisation et à pouvoir séparer l'organe délibérant et l'organe exécutif. Nous, c'est le peuple, dont nous tirons notre pouvoir auprès de la population. Donc, c'est de cette manière que les choses doivent passer dans cette province. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure parlé de la province du Kasaï oriental qui n'a pas d'entreprise, mais qui a quand même des potentialités qui peuvent être développées. Vous vous rappellerez, d'ailleurs, vous venez aussi de l'épingler, que le gouverneur de province, face à ces difficultés de mobiliser les fonds localement pour investir, a voulu solliciter un crédit auprès d'une banque locale et le dossier vous a été soumis. Vous avez dit tout à l'heure, de manière assez brève, que le dossier n'a pas été complet. Mais dans l'entourage du gouverneur, il avait été allégué que volontairement l'Assemblée avait voulu empêcher le gouvernement provincial d'obtenir ce crédit pour que des routes ne soient pas construites. Bon, personnellement, je vois ça vraiment mal, une telle réaction de l'entourage. Parce que moi, je suis le représentant d'une institution, je parle officiel. C'est-à-dire, donc, j'ai le dossier, je vois la loi, je vois la procédure. Pour avoir un crédit, qu'est-ce qu'il faut ? Vous devez d'abord justifier une certaine crédibilité, une certaine, comment dirais-je encore, c'est-à-dire une certaine confiance, une certaine assurance de rembourser les crédits qu'on peut avoir. Et avec quel mobilisateur de recettes? Nous devons analyser, parce que l'exécutif est arrivé en trouvant encore un crédit qui a été contracté par le gouvernement sortant. Et nous devons nous être rassurés. Les projet qui a permis à ce qu'on puisse solliciter ces crédits. Et on ne peut pas, moi personnellement, en tant que représentant de la population, ce qui est comme priorité, ce ne sont pas les routes de la voirie urbaine, non. Ce qui a comme priorité, c'est l'eau, ce qui a comme priorité, c'est l'électricité, ce qui a comme priorité, c'est la politique agricole. Hein? C'est pour arriver à sécuriser et la population, c'est-à-dire avoir une certaine sécurité alimentaire. Il y a les écoles, il y a les hôpitaux, la santé, tout court. Ce sont des choses qui sont prioritaires que nous avons, nous, approuvé en rapport avec les programmes du gouvernement, les programmes d'action. Donc c'est de là. Vous ne pouvez pas me dire que nous voulons construire une route de cathédrale ici. Il y a quelqu'un qui habite Bipemba au fin fond, il a fait peut-être 5 ans, 6 ans, il n'a jamais vu la route de Bipemba ici, la route de cathédrale ici. Quelqu'un qui a fait 10 ans toute sa vie, il est né du côté, je ne sais pas où, loin de l'autre côté, monde arabe, qui n'a jamais vu les ronds-points de l'étoile ici, il ne connaît même pas l'histoire de l'étoile. Donc, tout ça sont des choses qu'il faut analyser. Il faut commencer avec le développement au niveau de la base. C'est-à-dire, pas seulement Bujimaï, il faut voir la province du Kasaï qui est composée de 5 territoires. Les projets de développement dans tous ces territoires, lorsque nous avons ce qu'on appelle la redevance minière, ça doit servir à quoi? Au développement d'abord de la contrée, là où est exploité les minéraux. Mais tel n'est pas le cas. Allez du côté territoire de Miabi, il n'y a pas assez de projets, il n'y a pas assez de réalisation des projets. Pourquoi ça doit traîner? Toute une année, lorsqu'on paie la redevance minière, ça peut être profitable au niveau du territoire de Miabi, ça peut être aussi profitable au niveau des différents territoires. C'est comme on peut avoir un système de péréquation comme on le fait, comme on cherche à le faire en mettant en place la Constitution, les mesures d'application de 40%, et voir aussi les provinces qui ne produisent pas. Donc c'est dans ces soucis-là que nous voulons voir
comment ça traîne. Bien sûr, cette province est butée à beaucoup de difficultés financières. Mais nous devons réfléchir. Nous ne devons pas rester parce qu'on dirige, on se dit non, on attend tout de Kinshasa. C'est là où on trouve l'esprit managérial d'un opérateur économique, d'un opérateur politique. Il doit réfléchir, il doit vendre sa province, il doit faire voir aux gens, il va amener la population au travail parce que nous avons une main-d'œuvre importante. Quelles sont les ressources qui sont promptes, qui peuvent amener au développement? C'est sa première chose, c'est la terre. Nous avons la terre. Mais pourquoi nous ne devons pas exploiter cette terre-là? Dites-moi, vous êtes journaliste, est-ce qu'il y a une politique agricole de la part de l'organe exécutif? Il y a des ministères. On ne peut pas dire seulement c'est les gouverneurs. Tout doit aussi être fait par les ministres. L'évaluation, ce n'est pas seulement les gouverneurs seuls. Même les ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leurs ressorts respectifs? Nous devons analyser cela. Ce sont des problèmes importants et que même vous, dans les domaines de la presse, il y a les ministres de la presse, lorsqu'on trouve il y a violation, lorsqu'on trouve que votre secteur a beaucoup plus de moutons noirs, le président de la République lui-même a dit ça dernièrement ici, vous avez suivi son intervention à propos des journalistes. Donc, tout ça sont des choses que nous devons analyser à notre niveau et permettre à ce qu'il y ait décollage de la province. Parlons de la question santé et plus principalement de Covid-19. Quelle est votre analyse de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au Kasaï oriental? Oh, cette question pose encore des problèmes. La gestion pose problème parce qu'il y a beaucoup plus d'interférences politiques au lieu de laisser que cette gestion soit technique. Quand l'aspect politique intervient souvent dans la gestion des choses publiques, les gens auront tendance à présenter des rapports, même des rapports qui sont un peu contradictoires. Je prends l'exemple, lorsqu'on a cité les problèmes de Covid, lorsque je parle de ça, on parle de 2 cas. Mais ces 2 cas-là, les 2 cas dont on vient de parler, j'essaie de poser les problèmes auprès de certains responsables. Je dis, mais ces gens-là ont été soignés où? Je n'ai pas eu de réponse. Non, ces gens-là aujourd'hui, ils sont rentrés, ils sont chez eux, ils sont soignés. Non, comment ils ont attrapé, comment ils étaient contaminés? Non, il y a quelqu'un qui veut de Kinshasa, des passages, mais il allait où? Pas de réponse. Donc j'ai trouvé carrément que c'est encore un problème au niveau de la gestion de cette pandémie. Nous devons chercher à connaître pourquoi c'est là. La session de septembre, nous allons appeler les ministres, question d'actualité par exemple, pour connaître comment on a géré peut-être de manière technique, de manière financière. Surtout de manière financière parce que les $100 000 de l'assassin. Non, je prends tout. La gestion avait sémé des problèmes. Oui, non, pas sémé les problèmes. C'est notre travail, c'est notre rôle. Quand on vous donne l'information, vous devez vérifier. Je vais vous dire, les gens ont pensé à l'époque que l'Assemblée cherchait à avoir de l'argent, c'est partager l'argent de Covid. Non, au contraire, l'Assemblée a fait annuler cette opération de transfert de l'argent de la Covid vers son compte. Lorsqu'on a appris que les comptes de l'Assemblée, ça a été annulé par moi. Si vous vous rappelez, les premiers déplacements après les rapprochements auprès des exécutifs, c'était pour faire annuler ces transferts-là. J'ai été clair, j'ai dit non, l'argent c'est pour la population. Ce n'est pas l'argent pour payer les députés. Les députés sont payés sur base des contributions de la population. C'est là où nous touchons notre argent. Nous sommes fiers parce que la population qui nous paye, et nous devons faire le travail de la population. On ne doit pas bouffer l'argent de la population, en contrepartie, nous ne faisons absolument rien. Nous avons fait annuler cette opération qui devait quitter des TMB BGFI. Et j'ai dit clairement que vous devez annuler, ça ne concerne pas nous. C'était une façon de protéger les intérêts de la population. Donc, cette gestion-là est globale. Techniques, financières, nous devons analyser pour bien protéger la santé de la population. Monsieur le Président, parlons des conflits des terres à Katanda et à Kabeakamanga, parce que c'est une question que vous avez évoquée dans votre discours à l'ouverture de la plénière. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée provinciale, quels sont les mécanismes qui sont mis en place, notamment pour résorber cette situation? Il y a eu des morts à Katanda notamment. C'est vrai qu'il y a 3 chefs coutumiers, 3 chefs de groupement qui ont été arrêtés, mais la population estime qu'on a laissé les coupables vaguer à leurs occupations, alors qu'on indexe uniquement les 3 chefs de groupement. Le mécanisme au niveau de l'Assemblée provinciale, sur lesquels que vous avez déjà mis en place? Les mécanismes, c'est d'abord ce que nous avons enregistré comme doléance de la population par des écrits à notre niveau.
et ce qui a poussé à ce que nous puissions prévoir ces points pendant la session du mois de septembre. Mais ça commence d'abord au niveau de la commission PAJ qui doit analyser à fond ces problèmes, qui va faire des propositions pour la mise en place de la commission d'enquête qui va prendre non seulement le territoire de Katanda, il y a les problèmes au niveau de Tabiakamanga, Lupatapata, Miabi, problèmes fonciers, problèmes de limites de terre. Donc nous allons rassembler tous ces éléments-là. Depuis que nous sommes dans avoir enregistré autant de dossiers, je sais que ça ira et puis on trouvera des solutions beaucoup plus favorables, de paix, de permettre la cohésion entre tribus. Donc voilà ce que nous allons faire. C'est vrai que quelques chefs ont été arrêtés dans ces dossiers, mais la population décrit le fait que l'aide humanitaire n'arrive toujours pas. Oui, ce sont des questions importantes liées à la gestion au quotidien de la province. Il y a un ministre de la Justice, il y a un ministre humanitaire, l'Assemblée ne doit pas faire tout. L'Assemblée vient faire les constats. C'est ça les contrôles. Nous allons contrôler. Si tu étais ministre des Affaires humanitaires, tu n'as rien fait, tu n'as apporté aucune aide à la population. Nous allons demander les pourquoi. Est-ce qu'il n'y avait pas de fonds? Et tout ça sont des questions que nous allons poser. Si tu étais ministre de la Justice, il y a eu une action qui a été ouverte contre les chefs coutumiers. Nous ne sommes pas encore saisis pour ça. Ce sont des choses que nous allons connaître lorsque nous allons être sur le terrain avec la commission d'enquête parlementaire. Monsieur le Président, particulièrement sur la question de Katanda, c'est un vieux conflit qui date de plusieurs dizaines d'années. Mais l'opinion publique a toujours comme l'impression que les tireurs de ficelles, les véritables meneurs de ces conflits, ne sont jamais inquiétés. Est-ce qu'aujourd'hui, comme représentant du peuple, on peut espérer que grâce au contrôle que vous allez initier, vous irez jusqu'au bout, jusqu'à finalement éventrer le bois? Oui, j'ai apprécié dernièrement ici les points de presse tenus par le président de la République par rapport à l'approche de résolution du problème Minembé. Il précise, il dit, mais cette question ne doit pas être traitée avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de complaisance. Maintenant, nous allons associer les experts, les scientifiques, des gens qui sont experts en conflit, qui doivent nous apporter des solutions et tenir compte aussi des réalités du terrain. C'est de cette manière que moi aussi je disais à mes collègues membres du bureau, députés, tout ça, non. Et les questions coutumières ne doivent pas être avec beaucoup de complaisance. Nous devons réunir d'abord tous les dossiers. Nous devons chercher à connaître les conflits sont dus à quoi. Nous devons connaître l'accession des pouvoirs dans les différentes tribus. Donc, et nous devons se faire une idée. Parce qu'il y a un organe qui est chargé des conflits coutumiers. Parfois, on acquise cet organe de complaisance dans les résolutions des conflits. Donc, ça sera une étude minutieuse, une étude scientifique pour qu'il y ait des bases, que lorsqu'il y a des problèmes, voilà comment nous allons accéder à une résolution des conflits. Nous devons traiter, connaître comment on accède au pouvoir chez les Bakwakalunji. Une étude pareille qui peut être nommé ou bien choisi chef de groupement. Ce sont des choses. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté, qui ont donné de l'argent pour qu'ils soient nommés. Donc ce sont des choses que nous devons bannir, que nous devons revenir sur de nouvelles bases qui permettent à ce que les gens accèdent au pouvoir avec l'appui de la population. La légitimité et la légalité des notions feront l'objet des règlements des conflits coutumiers et même des conflits fonciers. Alors c'est un projet d'étude qui a apparemment des horizons plus vastes et qui pourrait vous prendre beaucoup de temps. Et entre-temps, il y a des tensions. Les gens risquent encore une fois de s'aimer des troubles de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des mesures urgentes que l'Assemblée provinciale pourrait mettre en place pour pallier à la situation? Des mesures urgentes peuvent être prises par l'Assemblée en termes de recommandations par rapport aux lettres que nous avons reçues. Nous pouvons dire à l'exécutif, envoyer peut-être un groupe militaire de l'autre côté pour la paix d'abord, pour la tranquillité. Faites ça, tout ça, aide humanitaire, ça sont des recommandations. Mais le véritable problème doit être analysé à fond. Il s'agira d'un débat entre députés. Il s'agira d'un débat où l'exécutif sera associé, même au niveau de la commission PAJ, pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions. Parce que ce sont des matières qui relèvent aussi de la compétence exclusive de la province, qui sont constitutionnelles. Et les deux organes doivent être ensemble pour pallier, pour travailler, analyser, afin que des solutions définitives soient trouvées.
Monsieur le Président, revenons en santé. Les infirmiers et les personnels médicaux, depuis le mois de janvier, sont en grève. Ils ont même bloqué la division provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé. Ils sont là devant et ils empêchent même l'accès au dépôt qui contient les intrants pour la prise en charge des malades de choléra. Que prévoit l'Assemblée provinciale pour donner la solution à ce problème? Non, beaucoup plus l'attitude de l'Assemblée provinciale. Pas que prévoit l'Assemblée provinciale. Parce que c'est une question qui relève du pouvoir central et des représentants du pouvoir central en province. Raison pour laquelle on parle des services déconcentrés, par exemple. Les chefs de division de la santé, il est représentant du ministre en province, mais il est sous la supervision de l'exécutif, du gouverneur, qui doit avoir des renseignements, des rapports probants concernant la gestion des infirmiers qui sont élagués. Mais nous devons aussi condamner l'attitude de nos amis, parce qu'il y a une procédure de revendication des droits. Ce qu'ils font peut-être, c'est peut-être ils sont fatigués, et autant de problèmes posés, il n'y a jamais de solutions. Mais il ne faut pas donner l'occasion à ce qu'on puisse vous attraper par rapport à votre comportement. Vous devez rester légaliste. J'ai reçu les syndicalistes chez moi ici. Je leur ai même dit, nous allons nous impliquer pour que nous puissions mettre en place une commission où les élites de la population devront aussi être représentés, pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes. Parce que ce sont les élites qui sont ici, et les électeurs qui nous ont élus, qui sont ici, vivent ici. Quand il y a des problèmes, ils viennent nous voir, ils viennent nous contacter, ils viennent nous poser des problèmes. On ne doit pas observer cela. Nous devons porter des solutions. Donc, j'avais invité le ministre de la Santé, et il y avait déjà un rapport, mais cette situation persiste, c'est parce que moi-même, je connais des cas. Quelqu'un qui a déjà quitté la province du Conseil oriental se retrouve à Kinshasa, mais touche les salaires. Comment expliquer? Quelqu'un qui n'est pas même infirmier, mais il s'est dit infirmier. Tout ça, ce sont des questions que nous devons poser. Donc, c'est un dossier très important, parce qu'il y a le détournement des fonds lorsqu'il s'agit de payer les infirmiers. Donc, on doit analyser ces questions-là avec beaucoup plus de transparence. Donc, ça prendra du temps avec l'implication du pouvoir central. Et nous, ici, et puis l'exécutif, nous devons faire tout pour clôturer ce dossier-là. Mais j'avais même demandé aux représentants, aux syndicalistes qui défendent la cause des infirmiers, de faire tout possible et de convaincre les gens qui passent nuit là-bas. Parce qu'il y a aussi, ils sont exposés à des maladies. Donc, on doit aussi protéger ces gens-là. Ils doivent rentrer et commencer même à faire des sittings, même par jour, mais aller essayer, faire cela, ce n'est pas aussi bien. Dès là qu'on peut la session. Peut-être que le domaine d'intervention est un peu, n'est pas peut-être direct en tant qu'organe délibérant au Kassai oriental, mais certains de vos électeurs touchés par l'épidémie de choléra, à moins que les choses changent dans les 72 heures dernières, de l'autre côté de l'hôpital général de la Mouya, à l'unité de traitement de choléra qui est là-bas, dorment à même les sols, n'ont pas de lit, et les intrants arrivent là-bas difficilement. Est-ce qu'il y a une manière de vous impliquer pour ces électeurs-là, de même que vos électeurs en général, en Mbuji-Mayi, qui ont été alertés contre coronavirus, alors que déjà vous-même vous émettez des doutes sur l'existence de ce cas? Est-ce qu'il y a une manière que vous prévoyez d'intervenir pour ces électeurs? Je veux d'abord revenir sur ce que vous venez de dire, que je suis en train de mettre des doutes. Non. J'ai présenté la situation de la gestion de la Covid. Moi, je ne suis pas médecin, mais je peux mettre une critique sur la gestion de la Covid. Nous avons besoin d'avoir l'information. L'information permet à la population de se préparer face à cette pandémie-là. Parce que les gens sont parfois négligents. Mais lorsque nous avons suffisamment les informations avec les éléments à l'appui, on peut dire, voilà comment nous pouvons nous comporter. Quant à la politique sanitaire, c'est budgétisé. Il y a une ligne budgétaire de la santé. On demande toujours
de prévoir un pourcentage pour la santé. Mais si on constate que pendant cette pandémie, au-delà de l'assistance des personnes de bonne volonté, mais la volonté maintenant du pouvoir exécutif, qu'est-ce qu'il avait prévu comme montant? Qu'est-ce qu'il a déjà dépensé par rapport à la ligne budgétaire concernant la santé? Nous pouvons faire des dons, hein, mais ce n'est pas ça le rôle des députés. Les députés, c'est alerter les pouvoirs publics par rapport à l'argent payé par la population d'intervenir dans les domaines de la santé. On peut aujourd'hui, par rapport à ce que nous pouvons avoir comme un peu de moyens, et on peut acheter des lave-mains, on peut acheter des savons, on peut remettre, mais ça ne suffit pas parce qu'on a toujours dit que l'État est riche. Nos moyens sont limités, mais l'État peut aller au-delà parce que c'est une garantie dans le cadre des remboursements des dettes. Monsieur le Président, autant vous êtes dubitatif sur l'épidémie de coronavirus, mais il y a une autre épidémie qui tue au Kassai oriental, l'épidémie de choléra. On sent moins l'Assemblée provinciale s'impliquer dans l'éradication de cette épidémie alors qu'il y a résurgence presque dans toutes les zones de santé. L'épidémie de choléra, on a l'impression qu'on est moins regardant par rapport à l'épidémie de choléra qu'on l'est pour le coronavirus. Pas tellement ça, parce que j'ai évoqué ces cas-là de choléra dans mon allocution. J'ai parlé au-delà de la pandémie Covid, il y a aussi choléra. J'ai parlé de ça. J'ai parlé que l'exécutif puisse beaucoup plus accentuer et attirer les services techniques d'avoir une politique sanitaire qui va tenir compte de la population tout entière. J'ai épinglé ces cas-là. Ce sont des choses que nous avons réussi comme rapport et nous intervenons, nous insistons, même dans le budget de 2021 qui sera adopté, nous allons tenir compte de la ligne budgétaire au point de vue santé. Monsieur le Président, moi je reviens justement au gouvernement provincial, parce qu'étant l'émanation de l'organe délibérant que vous dirigez, ce gouvernement, depuis plusieurs mois, est composé de 5 ou 6 membres, en dehors du gouvernement de province, à part le ministre de l'économie qui a été destitué. Certains ministres ne sont jamais sur place. Ils ont 1 mois au Kassai oriental, 6-7 mois en dehors de la province, ce qui fait que certains de leurs collègues sont plus ou moins surchargés avec plusieurs portefeuilles. Est-ce que dans le cadre de la commission que vous allez mettre en place ou d'autres commissions qui sont passées par le gouvernement, cette question va être placée en tête des listes de priorités pour dynamiser l'action du gouvernement provincial? Oui, c'est aussi une préoccupation parce qu'on en a parlé autant de fois avec les chefs de l'exécutif, tout en présentant cette situation du gouvernement qui est un gouvernement incomplet. Et ça ne permet pas de voir la vision globale de la province parce qu'un ministre a autant de charges et surtout les postes des ministres de l'économie et des finances, c'est un ministère important pour la province. Et lorsque l'Assemblée arrive à déchoir ces ministres-là, ce que nous avons fait les constats, nous avons constaté que ça n'évoluait pas. Donc il fallait à tout prix remanier et trouver notre remplaçant de ces ministres. C'est ça la recommandation de l'organe délibérant. Mais vous vous rendez compte qu'autant de mois, 6 mois, vous mettez en défi la position de l'Assemblée provinciale. Vous ne voulez pas remplacer ces ministres-là. Or, nous tous, nous voyons la politique du gouvernement est centrée dans ces ministères-là. Parce que c'est ces ministères-là qui peuvent mobiliser les recettes. L'intérim ne doit pas aller 6 mois, 7 mois, non. Parce qu'il n'y a pas de problème politique. Il y a des cas où on peut chercher à prendre du temps parce qu'il y a des problèmes politiques. Mais dans les cas d'espèce, c'est un problème de gestion. Il y a d'autres personnes qui sont... Parce que la composition de ce gouvernement devait être directement des membres de l'IDPS. Il y a des membres de l'IDPS qui sont compétents, qui pouvaient occuper ces postes-là, qui pouvaient amener à ce qui est mobilisation des recettes. Mais pourquoi ça traînait pour les ministres de l'économie et des finances, mais les ministres de l'Intérieur, ça n'a pas traîné? Pourquoi c'est là? Posez-vous la question. Ministre déjà. Ministre déjà. Non, je ne gère pas. Je constate que c'est une faille quelque part. Je constate que nous ne voulons pas faire avancer les choses comme il faut. Les genres aujourd'hui, c'est un ministère important. L'équilibre et tout ça, la promotion des sexes hommes et femmes. Mais ça doit être une préoccupation de l'exécutif. Mais s'il n'en tient pas compte, c'est ça la difficulté que nous avons.
Tu n'en tiens pas compte, vous avez votre responsabilité. Et effectivement, quand je parle de recommandations, ce n'est pas des sanctions. J'étais clair, non? Dans mon discours, j'ai dit qu'il y aura des recommandations. Si c'est peut qu'on peut arriver à des sanctions pour chercher à faire changer beaucoup de choses, c'est ça fait normal, ce sont des choses qui sont connues. C'est ça la démocratie, non? Est-ce que ça va vous faire mal lorsque je parle de ça? Lorsqu'on parle aujourd'hui, les gens, les voix s'élèvent même de manière antidémocratique, même illégaux, les actes qu'on pose de manière illégaux, on dit non, on veut le départ, on se réveille le matin, on peut quelque chose là, on dit non, on veut le départ du président. Non. Et il y a les règlements intérieurs, il y a la Constitution. Quand est-ce qu'on peut faire partir un président de l'Assemblée? Non. Mais si la procédure est respectée, on trouve que le président s'est compromis dans le cadre de sa gestion. Tout à fait normal. Et on va rester député. Cela ne va pas nous empêcher de travailler pour le compte de la population. Mais tant qu'on sait que nous avons encore des nerfs solides pour travailler pour le compte de la population, je suis là. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Monsieur le Président, c'est aussi ça qu'on vous reproche. Vous donnez l'impression d'être beaucoup plus alarmiste. Vous décriez beaucoup, s'il faut rebondir sur la question posée tout à l'heure par Arsène. Je me dis, jusqu'à quand vous allez continuer toujours à constater? Parce qu'il y a des vraies difficultés aujourd'hui qui se posent. Et la population en a pratiquement marre. Vous avez évoqué le problème de l'eau, l'électricité qui manque. Vous les décriez. Rappelez-vous que avant l'ouverture de la session de septembre, vous avez rencontré le maire, vous avez rencontré les bourgmestres des 5 communes. Ils vous ont présenté les difficultés. À votre niveau, vous n'avez cessé que de constater, comme vous n'avez cessé de le dire depuis le début. Vous ne faites que constater alors qu'on attend aujourd'hui des actions au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale. Et c'est pour ça qu'on vous appelle réellement l'émanation du peuple. Vous allez continuer à constater jusqu'à quand, Monsieur le Président? Bon, le constat est normal. Parce qu'on est député. Rien n'empêche de continuer avec les vacances parlementaires. Parce que les problèmes de la population des maires persistent. Et lorsque nous faisons ce constat-là, la conséquence, ce sont les moyens de formation que je viens de vous le dire. Je vous ai dit qu'il y a eu la commission d'enquête qui a été mise en place. Vous allez vous-même suivre les contenus de ces rapports-là. Et nous allons organiser un débat. Autour de ce débat, il y aura des conclusions. Donc ce n'est pas le fait de décrier et qu'on doit se limiter à ce niveau, non. Le constat est réel. On ne doit pas empêcher un député de dire la vérité. La vérité ne doit pas vous déranger, ne doit pas vous troubler. Je me sens à l'aise parce que je dois faire le travail de la population. Je suis élu pour ça. Parler au nom de la population. Je ne fais que relayer auprès de l'exécutif ce que la population attend de lui. On peut donner un temps. Ce n'est pas pour rien dans les budgets, dans les cadres budgétaires, on parle de trimestres. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Nous constatons maintenant comment les choses ont été gérées par l'exécutif. C'est de là que nous allons nous faire une idée exacte. On ne doit pas aller précipitamment pour répondre aux réclamations directes de la population. Si la population nous a dit qu'il y a une insécurité quelque part, nous devons inviter les représentants de la police, bien les représentants, les ministres en charge de la sécurité, le ministère de l'Intérieur, qui doit nous dire pourquoi il y a une sécurité et nous allons aboutir à des solutions. S'il y a des choses graves, on peut aboutir à des sanctions directement sans passer même par un débat parce qu'il y a des constats qui sont relevés par les différents services. Donc voilà ce que je peux vous dire. Oui. Monsieur le Président, j'ai une question qui est très politique, je ne sais pas si ça va être aussi votre impression. Est-ce que le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental fait l'objet de pression politique au niveau de son parti pour plus ou moins caresser dans les sens des poils l'exécutif provincial? Non, d'emblée, je vous dis, il n'y en a pas. Nous sommes un parti démocratique, un parti qui met l'accent sur les débats. Donc il n'y a pas de pression, il n'y a même pas de trafic de finances. Raison pour laquelle je parle aisément, je parle sans subir une quelconque pression. Mais au moins, nous privilégions le dialogue dans notre parti. Les partis a prôné les peuples d'abord. Les partis a prôné les valeurs démocratiques. Lorsqu'il y aura un moment où on doit chercher à parler de l'avenir de la province, de l'avenir des institutions qui sont gérées par l'IDPS,
on parlera, on donnera notre point de vue légal, sans sentiment, sans pour autant subir des pressions. Non, ça sera vraiment de soi calmement, parce que j'ai fait mon travail, je ne me reproche de rien, je suis apaisé, je suis calme, je vous le dis sincèrement. Monsieur le Président, essayons de rester parce que là, c'est une question très, très importante pour la population. Vous aviez promis qu'au retour, après les vacances parlementaires, vous devriez mener des actions. Personne n'a oublié ce que vous avez dit. Et aujourd'hui que vous êtes de retour, est-ce que nous pouvons affirmer que bientôt, les patrons de l'exécutif provincial pourra être convoqués, c'est pas par quel mécanisme, motion ou quoi, pour être entendus, et cela apaiserait la population. Parce qu'on estime aujourd'hui que l'Assemblée provinciale est complice de la léthargie observée dans le développement de la province. Ah, c'est que vous avez déjà fait les baromètres de la population, parce que vous dites que ça va chanter la population. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je sais que la population présente des inquiétudes par rapport à son bien-être social. Et donc, ce qui va amener à la compréhension d'être suffisamment informé de la part des exécutifs, ça, c'est normal. Ça ne doit pas vous déranger, ça ne doit pas chercher à analyser et aller plus loin. Il est prévu l'interpellation. C'est là où le Premier ministre, qui a même rappelé au gouverneur que l'Assemblée va effectuer des contrôles parlementaires, que l'Assemblée doit le faire tout en respectant les moyens de défense et les principes contradictoires. Donc c'est connu. Donc quand on doit interpeller les gouverneurs, et ça sera comment dirais-je, un exercice démocratique pour la première fois en province, parce qu'on n'a pas aussi vu les cas, les gouverneurs interpellés devant la population en train d'écouter. Voilà, on pose des questions, l'argent tel payé par tel investisseur, qu'est-ce que vous en avez fait, tout ça, pourquoi vous n'avez pas consulté l'école, il va se justifier. Ça, c'est la vraie démocratie que nous avons voulu. Ça serait une bonne chose, je serais content qu'aujourd'hui les gens comprendront réellement ce que c'est l'Assemblée provinciale. La session de septembre, Monsieur le Président, est-elle de tous les enjeux ou de tous les dangers? Oh, les mots, ça c'est vous qui les dites. Moi, je sais que j'ai fait mon travail en tant que député provincial. Donc je suis appelé à les faire de temps en temps, que ce soit les ministres qui peuvent être aujourd'hui, que ce soit un autre ministre, la continuité des services publics et la continuité des attributions de l'Assemblée. Tant que nous existerons, nous allons tout faire le travail des contrôles parlementaires, de légiférer et de représenter la population. Enjeu de développement pour la province, mais aussi danger pour le fauteuil du président de l'Assemblée provinciale. Non, ça ne me dérange pas si les députés un jour vont accepter le départ du président de l'Assemblée. Oh, je serai un député, je vous l'ai dit, si j'étais un député simple, peut-être vous allez avoir des actions dans cette Assemblée. Ça, je vous dis sincèrement. Ça m'empêche parfois des idées, ça m'empêche de développer mes idées, parce que quand on est à la tête, on a décidé de la mêler, on se cache parfois à certaines idées, on essaie un peu de voir ce qui se passe. Mais si je suis député simple, mais il devait avoir des interpellations, des questions d'actualité à tout moment, chaque minute peut-être. Mais Dieu a fait grâce que nous puissions être là. C'est un pouvoir de grâce. Dieu a voulu que nous puissions être là à la tête de cette institution. Nous allons travailler avec sagesse et intelligence. Donc, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de l'amour, un problème de développement de la province qui m'anime. Monsieur le Président, une question coquine. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les autres membres de votre bureau? Les relations, j'aime beaucoup plus les relations réglementaires. Quand vous écartez par rapport aux dispositions réglementaires, vous ne marcherez pas avec moi. Ça, c'est le sentiment. Donc, nous sommes là parce que nous avons été élus. Nous devons protéger les relations qui doivent être basées sur notre document qui régit le fonctionnement de l'organisation de l'Assemblée, le règlement intérieur. Mais si vous mettez du sentiment, je ne me reprocherai de rien. Je sais que je suis là pour l'intérêt de ma population. Et pour terminer, Yves Mwamba-Kadima, aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale, bientôt 2023, de nouvelles élections. Quelles sont vos nouvelles ambitions politiques? Je n'en ai pas pour l'instant. Ce qui me préoccupe de voir la population trouver des solutions aux différents problèmes qu'ils nous posent. Et puis, ambition, ça viendra avec le temps. Donc, je me mise d'abord sur le développement de ma province et le bien-être de la population que je vois, que je dois défendre. Le reste,
viendra après. Laissons le temps au temps. Dieu seul connaît le plan de tout et chacun. Mais il nous demande d'avoir les soucis pour la province et d'avoir les soucis pour les gens qui souffrent. C'est ce qui me préoccupe pour l'instant, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi 60 minutes d'échange avec le président de l'Assemblée provinciale, Yves Mwamba Kadiman. Il est d'ailleurs député, élu de la ville de Mbuji-Mayi. Équipe de presse, Arsène Punga. Merci. Je vous en prie, Emmanuel. Moïse Tchilengue, merci. Merci, Emmanuel. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné le moment de répondre à toutes ces questions. Au revoir.